Donc on va commencer l'après-midi avec une brève présentation de la filière Oscar et on va faire un duo avec Anne. Donc juste un tout petit rappel, vous le savez tous, mais ça fait du bien de temps en temps de remettre quelques dates. Premier plan national maladies rares 2005-2008. À l'époque, 131 centres de référence coordonnateurs sont créés, avec 219 sites constitutifs et 500 centres de compétences. Je vous rappelle que la vraie difficulté des centres de compétences, c'est qu'ils n'ont jamais eu de financement pour fonctionner, ce qui fait que souvent, à l'échelon national, il y a eu des vraies difficultés dans la dynamique et la mise en place de ces centres de compétences, mais qu'ils sont extrêmement importants pour le réseau national et que dans les années à venir, il y aura sûrement des efforts pour que les centres de compétences puissent bénéficier de financement et des moyens en tout cas pour fonctionner. Plan national maladies rares numéro 2 2011-2016, c'est ce qui a permis la création des 23 filières de santé maladies rares, dont Oscar. En parallèle, création de la Banque nationale de données maladies rares, la BNDMR, et le plan national maladies rares numéro 3 est en cours de rédaction. Vous êtes au courant aussi que nous avons répondu à l'appel d'offres de relabellisation des centres de référence maladies rares. Et j'en profite pour remercier toutes les associations pour leur courrier de soutien, que ce soit pour l'appel d'offres de relabellisation des centres de référence, mais également pour les ERN, pour les registres européens, le registre européen de référence. Et nous faisons partie de l'ERN Bond. On est dans le comité organisateur ERN Bond, qui est dirigé par Luca San Giorgi en Italie. Et il y a une réunion très importante la semaine prochaine à Vilnius, où tous les ERN se réunissent. Voilà. Alors, la filière de santé. Au départ, la filière de santé maladies rares, elle doit animer un réseau qui repose sur des centres de référence et bien évidemment les centres de compétences qui en dépendent, mais également les laboratoires de diagnostic, les équipes de recherche, les associations de patients, les sociétés savantes et les structures sociales et médico-sociales. La filière, elle a deux objectifs principaux. Un, et c'est vraiment le plus important, permettre une meilleure compréhension du parcours de soins et faciliter l'orientation des malades et des professionnels. Donc c'est vraiment l'objectif central de la filière. Et deux, harmoniser et coordonner les actions entre les structures et les acteurs. Vous voulez prendre un petit peu la parole ? Donc je prends le relais. Pour atteindre ces deux objectifs, 4 missions principales. Tout ça, les objectifs et les missions ne sont pas des choses que l'on a décidées, ce sont des choses qui nous sont dictées par la Direction générale de l'offre de soins. Proposées. Proposées, oui. Proposées, d'accord. Donc les quatre grands axes des missions des 23 filières dont fait partie Oscar, c'est améliorer la prise en charge des personnes atteintes de maladies rares. Le deuxième, c'est tout ce qui a trait à la recherche, de la recherche fondamentale à la recherche clinique, en passant par la recherche translationnelle. Le troisième grand axe, c'est développer l'information, la formation et le développement professionnel continu et l'enseignement. Et le quatrième axe, qui est un axe facultatif, c'est l'Europe et l'international. Et Valérie vient de vous le dire, il y a les 3 centres de référence coordonnateurs ont participé à l'appel à projet européen en juin l'année dernière, plus 2 sites constitutifs. Et les 5 sites au total ont été inclus dans l'ERN Bond, B-O-N-D, donc qui est piloté par l'Italie. En plus détaillé pour la filière Oscar, c'est des choses que vous savez déjà, mais on va vite dessus. Si vous voulez nous interrompre, vous le faites. Oscar, donc dédié aux maladies rares de l'os, du calcium et du cartilage, regroupe 3 centres de référence. On ne voit pas bien sur le schéma, mais vous commencez à les connaître. Maladies osseuses constitutionnelles, donc le centre de référence de Valérie. La dysplasie fibreuse des os à Lyon, qui est le centre de référence de Roland Chapurla, et les maladies du métabolisme du calcium et du phosphore d'Agnès Linglard à Bicêtre.
Au-delà de ça, donc c'est 3 centres de référence. Si on additionne les centres coordonnateurs, les sites constitutifs et les centres de compétences, ça fait plus de 50 centres de soins en France qui travaillent en étroite collaboration avec des laboratoires de diagnostic, des équipes de recherche, des sociétés savantes et les associations de patients dont vous êtes. Au total, filière Oscar, il y a plus de 450 pathologies différentes. Ce qui explique aussi pourquoi ça nous prend un certain temps pour créer des supports pour chaque pathologie. Plus de 6000 malades suivis. Ce sont des maladies qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. Il y a au total plus de 25 disciplines médicales et paramédicales impliquées dans le suivi d'une pathologie Oscar. Vous êtes plus de 20 associations à faire partie de la filière. Il y a également de nombreux laboratoires, diagnostic, exploration fonctionnelle et de nombreuses équipes de recherche. Ça, c'est une carte de France de la répartition du maillage territorial actuel des 3 centres de référence. Là, ils sont classés en colonnes selon qu'ils sont maladies osseuses constitutionnelles, dysplasie fibreuse ou métabolisme du calcium et du phosphore. Donc, cette architecture est amenée à évoluer puisque dans la réponse à l'appel à projet que l'on a bouclé fin janvier, on a fait un certain nombre de propositions supplémentaires. Donc on va survoler avec vous les propositions qu'on a faites. D'abord, pour le centre de référence maladies osseuses constitutionnelles, on a fait la proposition de la création d'un site constitutif à Toulouse qui permettrait en fait une meilleure répartition Île-de-France-Province, entre guillemets. Donc ça, on verra si c'est accepté ou pas. Et puis, on a élargi notre réseau de centres de compétences en créant 7 nouveaux centres de compétences: Amiens, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Poitiers, Saint-Étienne et Tours. Donc on a assez significativement augmenté le nombre de centres de compétences. Pour ce qu'il en est du centre de référence maladies osseuses constitutionnelles, la plupart du temps, les centres de compétences sont dirigés par des généticiens ou bien des rhumatologues ou bien des chirurgiens orthopédistes. Et c'est vrai qu'on les connaît très bien et que le réseau, il existe et que ce réseau, il se réunit tous les 6 mois à l'occasion des intermocs. Et puis, on est en contact de façon hebdomadaire pour les avis diagnostiques. La très grande nouveauté pour le centre de référence maladies osseuses constitutionnelles, c'est qu'on nous a demandé de prendre en charge les syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaires. Il y a une vraie difficulté dans le diagnostic, le suivi et la prise en charge du syndrome d'Ehlers dans l'os non vasculaire, avec finalement peu de spécialistes qui souhaitaient les prendre en charge. Et considérant qu'il y a une certaine continuité des soins entre Ehlers dans l'os non vasculaire et maladies osseuses constitutionnelles, on nous a demandé s'il était possible de prendre en charge cette activité, qui est une énorme activité, avec beaucoup de patients, une prise en charge qui est très lourde. Et donc, on a accepté de prendre cette activité sous réserve de la création de 2 nouveaux sites constitutifs. Un site constitutif pédiatrique à Necker, créé de toutes pièces, et il persistera un site constitutif adulte à Garches. Et puis, le réseau des sites de compétences maladies osseuses constitutionnelles avait également 2 sites de compétences supplémentaires spécialisés dans les SED non vasculaires à Lyon et à Perpignan. Donc, c'est une proposition d'organisation pour structurer l'activité SED non vasculaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait partie d'associations, connaissent les associations, mais il y avait une vraie difficulté dans la structuration et il y a un vrai besoin d'amélioration de la prise en charge. Donc ça, c'est pour les maladies osseuses constitutionnelles. Pour la dysplasie fibreuse, peu de changements. Il y a un seul site à Lyon, Roland-Chapurla, donc c'est monosite. Par contre, là encore, il y a 5 nouveaux centres de compétences: Angers, Brest, Bordeaux, Poitiers et Saint-Étienne, essentiellement des rhumatologues. Mais également, il y a un petit peu de généticiens, mais c'est surtout de la prise en charge rhumato. Et pour les maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphate, 4... Pardon ? Il y a un changement de nom. Avant, ça s'appelait phosphore, maintenant c'est phosphate.
D'accord. Il y a 4 nouveaux sites constitutifs, Lyon, et puis 2 sites adultes, Cochin et l'HEGP. Et il y a également la demande de la création de sites constitutifs Necker qui serait porté par un chirurgien orthopédiste. L'équipe de Caen est rattachée au site constitutif de Rouen. Et il y a là encore un élargissement du maillage national avec 6 nouveaux centres de compétences à l'échelon national et un centre de compétences qui n'est pas reconduit. Alors, pour le coup, chaque centre de référence a fait ce qu'il voulait dans son centre de référence. Je ne sais pas pourquoi le centre de compétences de Dijon n'est pas reconduit, peut-être en raison de file active. Il y avait un minimum de patients à suivre pour pouvoir prétendre être centre de compétences. Après, la filière Oscar avait un devoir de rédiger une lettre de soutien pour les demandes des 3 centres de référence émanant de la filière Oscar. Donc on s'est réunis, Roland Chapurla, Agnès Linglard et moi-même, pour analyser nos dossiers respectifs. Et évidemment qu'il n'y avait pas de problème majeur. On est une filière quand même assez harmonieuse, assez consensuelle. On n'a pas du tout de compétition, de lutte interne, franchement. Et on a chacun nos périmètres d'expertise et on fonctionne bien. Donc il n'y avait pas du tout de discussion lourde et difficile. Voilà. Et après, on ne sait pas encore comment on sera labellisé et sous quelle forme. Voilà. Donc, pour répondre à la question du périmètre de la filière, il n'est pas tout à fait fixe. On ne sait pas si ce qu'on propose aujourd'hui va être labellisé ou pas. Dès que ce sera labellisé, à ce moment-là, on publiera. Et même, même à l'heure actuelle, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, au niveau national, qui est, là je regardais à nouveau, une personne lambda ne peut pas trouver son centre de compétences. Normalement, c'est le site. Normalement, le site internet doit répondre. Après, vous envoyez un mail à chaque responsable du centre de référence, il vous répond. On est d'accord. Je parle de la gouvernance. Oui, petit rappel sur la gouvernance de la filière qui fonctionne depuis sa mise en place il y a 2 ans. Donc, les orientations stratégiques générales sont données par Anne Chevrier à la Direction générale de l'offre de soins. Anne Chevrier a pris la suite de Dominique Pétonclin qui est parti à la retraite en juin l'année dernière. Donc l'animatrice de la filière, c'est professeur Valérie Cormieder. Moi, je suis chef de projet depuis 2 ans. On a un comité de direction dans lequel siègent des représentants de toutes les communautés identifiées au sein de la filière. Donc il y a des représentants des associations de patients, des représentants, les responsables des 3 centres de référence coordonnateurs, un représentant pour la recherche, Caroline qui est donc représentante pour les labos, et moi, chef de projet. On a également, alors le comité de direction se réunit au moins 1 fois par trimestre physiquement. Et on a également des réunions le 1er et le 3e vendredi de chaque mois par téléphone, qui sont donc des réunions un peu plus rapides, mais qui permettent de ne pas attendre un délai trop long si on a des décisions à prendre, ou simplement, voilà, c'est un rendez-vous qui est systématique dans les agendas, et tous les membres du comité de direction ainsi que l'équipe projet sait qu'elle peut mettre à l'ordre du jour des questions qui intéresse l'ensemble du comité de direction. On a également un comité représentatif qui se réunit 1 fois par an à l'issue de la journée annuelle, qui est un comité beaucoup plus large. C'est essentiellement les gens qui font partie des groupes de travail pour qu'on ait un représentant dans chaque communauté. On a mis en place un comité d'auto-évaluation parce que le ministère nous a demandé, au-delà des plans d'action que l'on fait, d'avoir une auto-évaluation des actions menées. Et puis, on a une équipe projet qui fluctue au fur et à mesure des besoins. C'est-à-dire que pendant une année, en 2016, on a eu une équipe assez conséquente puisqu'on avait recruté plusieurs chargés de mission pour mener à bien l'état des lieux de l'existant de la filière. Aujourd'hui, on a une équipe qui se réduit un petit peu avec principalement donc Julie, que vous connaissez, qui est responsable de tout ce qui est communication et digital. Muriel Eras, qui est à Lyon, qui est en train
de terminer son contrat. Leslie, que vous avez vu aussi, qui est une secrétaire qui vient d'être recrutée à cheval sur les 4 filières présentes à Necker. Et puis surtout, en termes de réalisation, la filière s'appuie énormément sur les groupes de travail qui ont été constitués lors de la première journée annuelle en avril 2015. Auxquels vous pouvez tous participer, et on vous sollicite pour vos compétences et pour vos connaissances dans les domaines qui sont les vôtres et pour faire un travail collaboratif. Donc ces groupes de travail sont au nombre de 6. Chaque groupe de travail, on voit pas grand-chose, hein, je suis désolée, la luminosité est vraiment pas bonne et on peut pas baisser les stores. Enfin, la luminosité est trop bonne. Donc, les groupes de travail sont au nombre de 6. Chaque groupe de travail est sous la référence d'un membre du comité de direction. Et puis, il y a des responsables du groupe de travail. Et donc, tous travaillent ensemble. Le groupe de travail... oui, je reviens sur une petite discussion que j'ai eue tout à l'heure avec Guillemette. Les gens qui participent à la filière sont libres d'aller dans le groupe de travail qui les intéresse indépendamment de la communauté à laquelle ils appartiennent. Donc, en tant que membre d'une association de patients, vous pouvez prétendre à aller dans n'importe quel groupe de travail, même si effectivement le GT1 il est plus spécialement dédié aux patients. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est là que sont toutes les associations. Et il y a effectivement des membres d'associations qui sont dans le GT2, dans le GT3, dans le GT4, dans le GT5, dans le GT6. On a le droit également d'avoir un intérêt pour plusieurs groupes de travail. Oui. C'est ça. Enfin, honnêtement, moi, je fais partie du GT6, mais je trouve que tous les groupes de travail sont intéressants. Donc, on peut participer ponctuellement à certains... Par exemple, dans le GT6, Guidelines suivi au long cours, on a évidemment besoin des patients. Donc, il y a vraiment besoin d'une réciprocité dans la plupart des groupes de travail. Et donc, on peut vous solliciter aussi directement, comme l'a fait Julie quand elle a organisé des ateliers de tests pour l'application. Voilà, vous êtes les bienvenus. Je ne reviens pas en détail sur les groupes de travail. Oui, donc les missions de la filière sont organisées autour d'un plan d'action. Il y en a un premier qui a été déposé en 2015, qui était en fait une synthèse des réunions des groupes de travail qui avaient eu lieu en avril 2015. On avait à l'époque un cadre relativement ouvert pour proposer les actions sur lesquelles on voulait travailler. L'ensemble de ces plans d'action ont été analysés par le ministère qui nous a demandé en 2016 de refaire un plan d'action selon un cadre un peu plus imposé pour qu'on aille tous dans des directions davantage similaires. Là, vous avez sur 2 pages la totalité des actions menées depuis ce 2e plan d'action, à commencer par certaines choses qui sont obligatoires, comme le fait de favoriser l'implantation de la BNDMR avec un logiciel qui s'appelle Bamara. La filière pilote pour tester Bamara, c'est Fimarad, c'est une filière dermato. C'est en train de se mettre en route, c'est tout récent. Et Oscar fera partie avec 2 autres filières du 2e lot de tests. Donc les centres de soins qui utilisent Bamara devrait être mise à contribution probablement à partir de cet été, peut-être début septembre, je pense. Le but de cette saisie dans le logiciel Bamara, c'est d'avoir une notion de la prévalence des pathologies au niveau national. Aujourd'hui, les bases de données sont locales. Le gouvernement, en créant la BNDMR, souhaite avoir une notion des chiffres au niveau national. La mise en route est relativement longue parce que effectivement la première idée qui avait été qui devait être mise en place faisait appel à une ressaisie des données et ça n'a pas bon, il n'y a pas eu d'adhésion au projet, forcément ça peut se comprendre.
Donc il y a eu un petit changement stratégique. La BNDMR a décidé de travailler avec tous les éditeurs de logiciels présents dans les différents établissements hospitaliers pour intégrer cette saisie au moment de la saisie classique de l'enregistrement des consultations et des malades. D'où le délai. Ensuite, il y a une deuxième action obligatoire, c'est le fait pour les centres de référence de créer des PNDS, donc des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Compte tenu du nombre de maladies présentes dans la filière Oscar, il a été décidé d'en choisir certaines et de les prioriser année par année. L'idée, c'est de faire 2 PNDS par an. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ça, c'est à la charge des centres de référence. Oscar peut apporter un soutien organisationnel et logistique, mais le texte reste quand même à rédiger par les médecins et par les praticiens concernés. En l'occurrence, le PNDS ostéogenèse imparfaite a été publié en décembre. Le PNDS hypoparathyroïdie est en cours de finalisation, il devrait être publié en avril. Et les 2 prochains sont la chondroplasie et rachitisme vitamino-résistant. Et puis en 2018, dysplasie fibreuse, donc le centre de référence sur Lyon, qui a une seule pathologie et qui a déjà publié son PNDS, fera une mise à jour pour tenir compte des essais thérapeutiques en cours. On avait inscrit dans l'aspect médico-social une action qui devait être portée par Bénédicte Alliot et en collaboration avec Sixtine Jardet sur les bonnes pratiques de la Gironde, qui est un sujet dont on avait discuté l'année dernière, si vous vous en souvenez, en réunion du groupe de travail lors de la journée annuelle. Bénédicte a eu pas mal de soucis de santé et pour l'instant, l'action a été suspendue. On verra comment on peut revenir dessus un peu plus tard. Il y a eu un gros travail de fait aussi sur la transition, qui est un sujet important. Il y a des personnes ici qui ont effectivement participé à ce groupe de travail, avec un projet de vidéo et des supports papier qui sont en cours d'élaboration ou de finalisation. Au niveau éducation thérapeutique, il y a eu un état des lieux qui a été fait. Il n'y a pas énormément de programmes d'éducation thérapeutique dans la filière. Il y en a un existant à Cochin, il y en a un en projet à Toulouse. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très présent dans la filière. On bascule sur la recherche. On a d'abord recensé toutes les équipes de recherche qui, de près ou de loin, travaillent sur les maladies de l'os, du calcium et du cartilage. Il y en a beaucoup, on en a trouvé plus de 28. Et dans un premier temps, on les a réunis lors d'un forum qui a eu lieu en décembre à la Riboisière. Et on va rééditer, on va renouveler ce type d'événement et on va le pérenniser, et systématiquement, il y aura tous les ans, à la mi-décembre, une réunion des équipes de recherche. On avait réuni des chercheurs et des praticiens, ça a généré pas mal d'interactions. Voilà, c'était, je crois, riche d'échanges et d'enseignements. Un sujet qui vous intéresse particulièrement, qui était un sujet essentiel de la filière depuis 2015, c'est l'histoire naturelle des pathologies. Et vous êtes d'un grand recours, on en parlera après avec Elisabeth, pour aider les médecins à recenser les informations essentielles dans l'histoire d'une pathologie et son évolution. Et la création, ça passe aussi par la création de bases de données spécifiques. Donc il y a eu un travail de fait pour l'instant sur l'ostéogenèse imparfaite, sur le rachitisme vitamino-résistant. Il y a une petite étude aussi menée à l'HEGP à Pompidou sur l'hypoparathyroïdie et puis les questionnaires des associations dont on parlera juste après. Vous voulez continuer ? Donc dans le cadre des journées annuelles, on avait également mis en place un symposium outils diagnostiques avec Caroline Sil, Gérard Mariani et Corinne Collet. Donc la première édition avait eu beaucoup de succès. La deuxième édition est prévue le 14 juin et le thème qui a été choisi, c'est l'imagerie diagnostique, plutôt dans le cadre des maladies osseuses constitutionnelles. Donc c'est en cours de réalisation. Le programme n'est pas tout à fait finalisé. Deuxième action, arbre décisionnel, mais Caroline en parlera beaucoup mieux. Il y a au moins 4 arbres décisionnels qui sont prêts.
Et puis un second groupe d'arbres décisionnels qui est en cours de rédaction. Les arbres décisionnels, c'est extrêmement important pour la génétique moléculaire aujourd'hui, et c'est d'une grande aide pour les praticiens, que ce soit en clinique ou en moléculaire. Donc c'est vraiment des références extrêmement importantes. Donc ça prend un tout petit peu de temps pour la rédaction parce qu'ils doivent être extrêmement rigoureux et précis. Les tutos, vous avez probablement tous vu les tutoriels déjà en ligne, immobilisation maison pour l'ostéogenèse imparfaite et kiné pour la chondroplasie. Il y a comme projet 2017 kiné avec Véronique Forin et kiné adulte, et peut-être la douleur, mais ça n'en est pas encore complètement sûr. On a également voulu mettre en place des calendriers de suivi par pathologie. Donc l'idée, c'est de proposer de façon très accessible sur le site des calendriers de suivi courts sur 2 pages, mettant en place le suivi qui doit être envisagé dans toutes les périodes de la vie, à chaque âge de la vie et aux âges charnières. Donc il y en a un qui est quasiment fini, qui est le calendrier de suivi achondroplasie, et qui en est à la mise en forme, mais c'est compliqué la mise en forme, parce qu'il faut que ce soit attractif et clair. Voilà. On a bien travaillé sur ostéogenèse imparfaite, il y a le rachitisme, on en a au moins une dizaine en stock. Mais pour les publier, il faut qu'ils soient parfaits. Donc c'est pour ça que ça prend un tout petit peu de temps. On avait également l'idée de faire un tour de France des régions. On avait choisi la région de Strasbourg, parce qu'on connaît très bien les centres de compétences sur place. Là, il faut encore qu'on avance un petit peu. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit au départ, on fait partie de l'ERN Bond. C'est très important, la reconnaissance européenne. Et on participe au sein de cette ERN Bond à un appel d'offres registre. Ça va être très important pour la suite, je pense, les ERN. Alors, communication digitale. Communication digitale. Communication digitale. Julie. Communication digitale. C'est l'illustration de tout ce qui vient d'être dit, la mise en forme. Donc, les fameux centres seront disponibles sur ce fameux site internet qui devrait sortir pour le 19 avril. Non, le 19 avril pour la journée annuelle. Voilà. En haut à droite, vous avez donc la mise en forme du calendrier de suivi achondroplasie qu'on a lancé. Donc, ça sera des recto verso qui seront accessibles via le site internet, et puis on va en imprimer également. Ensuite, c'est la partie donc sociale, réseau social, où là, c'est vrai qu'on est plus en interaction avec vous directement, et puis pour faire le relais auprès des patients. Et les tutoriels, donc les tutos d'Oscar, qui sont accessibles via la chaîne YouTube, qui est donc filière Oscar. Si vous tapez ces mots-clés dans YouTube, vous allez trouver toutes les vidéos. Il n'y a pas que les tutoriels dedans, il y a aussi tous les exposés scientifiques que l'on tourne comme aujourd'hui. On a tous les exposés de nos événements. Il y en a 4 par an et ils sont tous sur YouTube. Et il y a également les vidéos de présentation des différents centres de référence que l'on a tournés, ainsi que la présentation des pathologies qui sont prises en charge par la filière. Et enfin, la dernière partie, on va entrer plus amplement dans ce sujet juste après, c'est pour l'application de radioprotection qui s'appelle RadioScar. Donc Julie, vous le disiez à l'instant, on a entre guillemets l'obligation d'organiser une journée annuelle. On a fait le choix. Nous avons fait le choix d'en organiser 4. Donc une dédiée aux associations qu'on va maintenir le dernier jour du mois de février. La journée nationale annuelle qui tombe traditionnellement en avril. Je crois que c'est le troisième mercredi. Il me semble qu'il y a un truc systématique. Voilà, donc pendant les vacances. Si, je crois qu'Isabelle, hein, je crois que c'est les vacances pour Isabelle. Mais ça, les calendriers scolaires changent d'une année sur l'autre. Le symposium outil diagnostic, donc ça c'est la couverture de l'année dernière, anomalie de la phosphatémie. Cette année, elle aura lieu donc le 14 juin et elle aura comme thème l'imagerie.
Et le forum recherche, donc la première édition a eu lieu en décembre, la prochaine aura lieu le 20 décembre 2017. Vous êtes tous, bien sûr, cordialement invités à tous ces événements, ou alors vous choisissez celui auquel vous voulez venir uniquement, il n'y a aucun problème. Les perspectives à court terme, vous voulez en parler peut-être? C'est d'une part la nouvelle architecture des centres de soins. On n'a pas de date précise quant au retour du ministère sur l'appel à projet labellisation. Je pense qu'on aura un retour en mai. Le jury se réunit fin mars, 27, 28, 29 mars. Ensuite, il y a des dossiers qui ne poseront pas de problème, qui seront labellisés aussitôt. Il y a des dossiers qui éventuellement posent problème, pour lesquels le gouvernement se donne un petit délai. Donc je pense qu'entre mai et juillet, on devrait avoir toutes les réponses. Au plus tard, normalement, début juillet, on a toutes les réponses. Oui, on se pose la question de la représentation des associations au sein de la gouvernance et des groupes de travail. Donc, pour ce qui est des groupes de travail, on en a parlé tout à l'heure, donc je redis bien que vous êtes libre de choisir les groupes de travail dans lesquels vous souhaitez intervenir. Au niveau du comité de direction, on a 2 élus et 2 représentants. Et donc, voilà, en fonction des possibilités des uns et des autres, il y a une rotation qui peut se faire. Théoriquement, c'est les suppléants qui prendront la place des représentants. Voilà. Et 2 représentants. Si les représentants ne souhaitent plus siéger. Donc, il n'y a que Elisabeth aujourd'hui qui est présente. Parce que c'est pas sûr que les représentants actuels aient envie de continuer à siéger. On est d'accord. On nous a demandé donc une actualisation du plan d'action qui sera déposé pour le 30 juin 2017. On n'a pas d'informations pour l'instant, on n'a pas reçu de directives d'instruction ou de directives particulières. Je pense qu'on les aura un petit peu plus tard dans l'année, mais on essaiera quand même de vous solliciter pour avoir, de la même manière que les années précédentes, quelque chose de construit de façon collégiale. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup orienté la filière sur les aspects histoire naturelle depuis sa création. Et là, il y a un thème qu'on trouve récurrent, qui revient souvent et dont on pense qu'il peut être... Parce que la filière est censée travailler sur des thèmes transversaux, communs aux 3 centres de référence, et il nous semble que le thème de la douleur est particulièrement intéressant à travailler. Approprié, si ça vous convient. Après, si vous avez d'autres idées, c'est vous qui donnez... Mais le thème de la journée association l'année prochaine, on se disait que douleur, c'était peut-être assez approprié. Donc, après, on peut envisager transition aussi. C'est un peu ouvert, mais douleur, ça nous paraissait pas mal. Donc voilà. Il y a des choses qui sont faites en ce moment. On en parlait aussi avec Isabelle au niveau de l'ostéogenèse imparfaite. Oui, c'est ça. On pourra repartir sur les questionnaires patients qui ont été adressés dans le cadre de l'ostéogenèse imparfaite, et puis aborder les nouvelles prises en charge de la douleur aussi, possible. Voilà. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport à ERN Bond, j'ai entendu ou pas entendu participer à un appel d'offres pour registre. Ça veut dire quoi? En fait, les ERN ont un but, c'est de pouvoir répondre à des appels d'offres européens. Et donc, il y a un appel d'offres européen qui a été lancé qui s'appelle Registre. Et donc, Luca Sangiorgi a proposé de répondre à cet appel d'offres en choisissant une maladie modèle. Ah oui, d'accord. Évidemment, on peut pas faire registre pour toutes les maladies osseuses constitutionnelles. Le RN Bond, il regroupe à la fois les maladies osseuses constitutionnelles et les anomalies du métabolisme phosphocalcique. Mais os, hein, pas ce qui chevauche avec l'endocrino. Et donc la maladie qui a été proposée, parce qu'en fait, elle est vue par beaucoup de monde, c'est l'ostéogenèse imparfaite. Donc là, on est en train de rédiger, de répondre à l'appel d'offres. On en est à la rédaction. Le projet doit être rendu mi-mars. Mais si ça marche, c'est vraiment un modèle. Et après, on essayera de fonctionner. C'est essentiellement base de données. Donc c'est très compliqué.
parce qu'on n'a pas tous les mêmes législations. Donc on va essayer de s'appuyer sur l'existant, c'est-à-dire que nous, on a CEMARA qui marche très bien. CEMARA, c'est un peu le modèle pour l'Europe. Et donc chaque pays a des bases de données, on n'en a pas, et on va essayer de s'appuyer sur l'existant pour essayer de faire des ponts et de ne pas nécessairement être obligé de recréer une nouvelle base de données. Donc nous, moi j'étais chargée de faire la partie clinique qui me paraissait importante, et donc on est parti sur le minimum dataset de CEMARA. C'est vraiment CEMARA qui sert de filtre. Voilà. Ok, je demandais ça en fait parce que en ce qui concerne je demandais cela parce qu'en ce qui concerne notre petit nombre, Olier Maffucci, et en étant en contact avec l'association qui soutient et Exostose Multiples et Olier Maffucci en Italie, donc j'ai entendu que chez eux, ils allaient faire un registre mais en Italie, pour Olier Maffucci. Oui. Luca Sangiorgi, il a proposé ça au dernier congrès en Italie. Et donc, ça va se mettre en place là. Mais localement chez eux. Et il a peut-être une idée derrière la tête après. Il a sûrement une idée derrière la tête. Luca Sangiorgi, il a deux thèmes fétiches. Exostose, maladie des exostoses multiples, et donc Olier Maffucci, et ostéogenèse imparfaite. Il n'a pas du tout le recrutement des autres maladies osseuses constitutionnelles. Après, nous, on l'a. Donc évidemment qu'il faut bien commencer par quelque chose. On a autant de raisons... Enfin, toutes les maladies sont équivalentes et on ne va pas en laisser de côté certaines. Il faut bien commencer. Après, pour exostose multiple, on est quand même parti on a répondu à un appel d'offres européen pour lequel on a mis en place en commun une base de données. Donc Exostose, ça devrait marcher. Donc qu'il fasse après Olier Maffucci, évidemment, ça me paraît logique. Ostéogenèse imparfaite, honnêtement, c'est difficile, hein, Isabelle. Quand on a essayé de faire, d'envisager histoire naturelle ostéogenèse imparfaite au sein de la filière Oscar, il ne faut pas être trop ambitieux. Il faut avoir des questions simples, ne serait-ce que la question de l'épidémiologie, on ne la connaît pas. Donc je pense qu'il faut procéder par étapes et se dire qu'on va essayer de répondre à des questions. Si on essaie d'être trop exhaustif, si les questionnaires qu'on demande font 20 pages, personne ne le fera. Donc c'est une des vraies difficultés de ces projets, mais qui sont pour nous le cœur de la filière. Les histoires naturelles, c'est se préparer, être prêt, avoir tous nos patients, et si un jour il y a un essai clinique, savoir ce qu'on peut proposer et à qui on peut le proposer.